C'est bien vrai de dire que la diaspora est connue dans les discours. Moi, je regarde frontalement la diaspora et je dis, ça c'est un avis journalistique. Moi, je ne connais pas votre discours. Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo. Les 12 et 15 mars dernier, la République du Congo a connu une nouvelle élection présidentielle dont les résultats officiels donnent le président sortant vainqueur avec 94-90% de suffrages. Un score qui, sans surprise, suscite de vives contestations. L'opposition dénonce l'absence de conditions d'un scrutin libre, transparent et démocratique, tandis que se multiplient les appels à des alternatives politiques, conférences nationales, dialogue inclusif, états généraux et autres. Mais une question essentielle demeure. Pourquoi ces contestations interviennent-elles après coup? Et où était l'opposition avant, pendant, immédiatement et après le scrutin? Pour en parler sans détour, nous recevons aujourd'hui le révérend Gaston Maoungou, un acteur engagé de la diaspora, qui se revendique de la résistance politique. Bonjour, révérend Gaston Maoungou. Bonjour Jean-Bernardin Dilou. Bonjour aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. Je suis heureux de pouvoir participer une fois de plus à éclairer la lanterne de tout le monde. Vous faites partie de la société civile, vous êtes un acteur engagé, vous êtes un homme de foi, mais vous êtes accroché à la vie de la cité, la vie de la société, et c'est cela qui vous fait avoir un engagement politique. Oui. Et finalement, là nous sommes dans le temps de la contestation des résultats de l'élection présidentielle des 15 et des 12 et 15 mars 2026. Alors, la question que je pose à un certain nombre, non pas seulement de politiciens, mais de Congolais, qu'il s'agisse des Congolais de la diaspora et ceux résidant au Congo, la question que je pose est celle de savoir sur quel élément concret l'opposition, la résistance se fonde pour contester ces élections. Est-ce que vous, révérend Gaston Maoungou, dites-moi, sur quel élément concret fondez-vous cette contestation? Il est important de savoir qu'est-ce qu'on cherche officiellement, parce que c'est ça qui prédomine, c'est qu'il n'y a pas matière à contester. Pourquoi? Parce qu'il faut contester avec des preuves. Or, jusqu'à ce jour, il y a une chose que notre population doit reconnaître, c'est qu'il y a eu une abstention. L'abstention, elle est vraie, réelle. Seulement, nous ne pouvons pas la documenter. Sinon, est-ce que quelqu'un a fait le rapprochement de quelques bribes d'informations de notre presse nationale pour nous présenter officiellement et dire voici la preuve qu'il n'y a pas eu un engouement vis-à-vis de cette élection. Donc nous ne travaillons pas dans ce sens. Aujourd'hui, nous savons par les informations des uns et des autres que l'abstention était massive, monumentale. Ce qui est vrai. Seulement, il y a un détenteur de cette vérité-là, la population congolaise. Et conséquemment, il faudrait faire travailler cette population congolaise en mettant en marche une pétition pour que nous ayons un nombre de signataires qui va nous démontrer que véritablement l'abstention a été telle qu'elle a été. Parce que ça sera parole du gouvernement qui a tout organisé de A à Z contre la population qui ne s'est pas qui s'est abstenue et qui en donne la preuve au travers d'une pétition.
Voilà, dans ce cas, nous sommes officiellement en face du pouvoir en place, qui dit qu'il y a eu une participation massive, et la population, elle, qui dit, eh ben, c'est quelle population qui a eu la participation massive? Nous avons signé la pétition, nous avons démontré que nous ne sommes pas partis à l'élection présidentielle. Donc, en ce moment-là, de part et d'autre, nous avons fait le job. Donc, à nous, il y a un job à faire. C'est que nous devons faire circuler une pétition. Alors, parce qu'il est important de prouver matériellement que les gens ne sont pas partis voter. Sinon, eh ben, le pouvoir en place va continuer de cavaler. Nous allons aboyer, le chien aboie, la caravane passe. Est-ce que vous êtes en train de dire que le chiffre de 94,90% qui a été annoncé et qui justifie effectivement la victoire, la prétendue victoire de M. Denis Sassou Nguesso, serait la preuve d'une manipulation ou le reflet d'un système politique verrouillé? Exactement. Il y a un système qui n'est pas seulement verrouillé durant cette élection, mais ce système est verrouillé depuis les années 2000. Toutes les élections qui ont été faites par le même processus. Le ministère de l'Intérieur ne peut pas organiser une élection pour la perdre. Nous le savons pas seulement au Congo, mais en Afrique tout entière. Conséquemment, quand on refuse de réviser la liste électorale et la moderniser, de faire la refonte de la gouvernance électorale. Il y a des gens qui ont proposé autre chose. Moi, je proposais une refonte. Donc, faire table rase sur la gouvernance électorale. Quand les gens refusent de faire une réalisation des plus simples, la primaire à l'opposition. Je comprends donc que alors vous redites d'une autre manière ce qui est dit ici et là, s'agissant des conditions permissibles de cette élection. Alors donc l'opposition aujourd'hui dénonce l'absence de transparence et dit que les conditions essentielles n'étaient pas réunies selon elle. Alors, mais on peut aussi se poser la question de savoir, mais où était l'opposition avant le scrutin pour empêcher ce scénario? Il faut reconnaître une chose. Vous savez, lorsque nous parlons de politique d'une nation, il faut savoir qu'il y a la voix officielle qui compte. Le plus souvent, on discute pour le divertissement de la population, alors que l'opposition ne fait pas son job comme il faut. Quand on parle d'une opposition, il faut voir quel est leur poids législatif. Et quand vous n'avez pas de poids législatif, comme dans le cas de l'espèce actuelle où le PCT et ses apparentés sont majoritaires, quasiment 85% de notre Parlement est PCT. Alors, il ne reste qu'une seule chose. Le peu de députés que vous avez doivent battre un véritable travail en rapport avec le quatrième pouvoir, la presse et les médias. Il faut travailler d'arrache-pied pour entraîner un engouement national et imposer les réformes politiques que vous voulez à la classe au pouvoir. Le bras de fer doit être fait par le quatrième pouvoir. Aujourd'hui, on va dire, mais oui, le quatrième pouvoir s'est fermé, c'est pas vrai. Nous regardons les journaux et consorts, c'est que l'opposition n'a pas su savoir travailler là où il fallait travailler. Quand l'opposition sait faire son travail, même avec le système tyrannique, on peut savoir bousculer les choses. Aujourd'hui, nous sommes par exemple en face de comment démontrer que notre population s'est abstenue. Il y a une chose qui nous manque. Où sont les abstentionnistes politiques, civiques dans notre pays aujourd'hui? La population s'est abstenue. Nous le savons parce que c'est la population qui en est la preuve. Où sont les politiques, les associatifs, la société civile qui est en train de rassembler les preuves de l'abstention? On ne les trouve pas. Et c'est pour cela
que nous allons mettre cette pétition, nous allons la mettre en action pour prouver cette abstention, parce que cette abstention sera le démarrage de véritables revendications abstentionnistes que nous allons diriger vers le Parlement pour qu'il puisse légiférer là-dessus et donc affronter actuellement le pouvoir en place et ne pas lui laisser se reposer sur ses lauriers, parce que la population nous a véritablement montré la voie à suivre, celle de la participation citoyenne de n'importe qui dans notre pays pour déterminer officiellement qu'il y a eu une abstention monumentale et que les 95% environ que le pouvoir en place se réclame, mais s'il n'y avait que 10 000 participants, on retrouvera toujours un 95%. S'il y avait 100 000 participants, on retrouverait un 95%. S'il n'y avait que 1000 qui ont voté, on va retrouver un 95%. C'est la règle de 3. Est-ce que le pouvoir en place est sûr d'avoir gagné 2 500 000 voix? Est-ce que le pouvoir en place peut nous prouver qu'il y a eu une mobilisation de 2 500 000 voix, mais qu'il montre les images? Il ne faut pas toujours acculer l'opposition, que le pouvoir en place nous prouve par des images qu'il y a eu foule. Ça, le pouvoir en place ne peut pas le faire. Révérend Gaston Morungu, je pense que dans la situation actuelle où nous avons indiqué que toutes les institutions, tous les niveaux de l'État sont verrouillés. Verrouillés. Et une fois qu'on sait cette vérité, je pense que on ne peut pas demander à ce pouvoir de justifier sa victoire. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt à l'opposition d'apporter les preuves, comme vous le dites là, d'apporter les preuves qu'il y a eu bel et bien l'abstention? Nous sommes en train 90%. Nous sommes en train de parler de démocratie. Voilà. Ce n'est pas à l'opposition qu'on doit demander de prouver l'abstention. C'est à la population de prouver l'engouement. Oui. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Mais je pense que la population a besoin aussi quand même des acteurs, d'être accompagnée par les acteurs politiques. Exactement. Donc, on ne peut pas demander à la population ce que l'on s'abstient à demander aux leaders politiques. Je crois que, parce que là, il y a quand même, ce n'est pas une rumeur d'ailleurs, hein, les gens se posent la question, mais pourquoi cette réaction tardive de l'opposition? Est-ce que c'est pas comment dirais-je, une réaction qui, bien au contraire, affaiblit la crédibilité de l'opposition? Donc moi je pense que l'opposition doit se mettre vent debout pour prouver qu'effectivement il y a eu abstention, mais apporter les preuves. Parce que le pouvoir en place a fait son match. Hein. Il a prononcé les résultats, 94,90%. Il a organisé l'investiture, la prestation de serment de M. Denis Sassou Nguesso. Donc aujourd'hui nous parlons, M. Denis Sassou Nguesso est président de fait, et même probablement de droit. Il est président de la République. Il y a un problème fondamental dans notre nation. C'est quel est l'état actuel de l'État? Est-ce que l'État existe? Ou c'est un régime politique qui existe? Quant à l'élection présidentielle, en sachant que nous sommes dans une tyrannie, une élection ne peut pas être transparente, ne peut pas être démocratique, ne peut pas être libre. La preuve, le pouvoir en place s'est arrangé de bien faire la lecture de la Constitution actuelle et de commettre des délits qui ne peuvent pas endommager ou discréditer la réalisation de l'élection présidentielle. Ils savent que quand nous allons couper Internet et que nous allons couper un certain nombre de communications, ben, ce délit-là ne pourra pas porter préjudice à la légalité de l'élection. Ils savaient que quand nous allons faire circuler la frayeur d'un peuple tétanisé par près de 2000 assassinats
extrajudiciaire, le peuple sera dans la peur, il ne pourra pas se relever. Ils savaient tout ça. Et donc, ils ont fait l'élection pour la gagner. Ils savaient qu'il n'y aura pas de contestation parce que constitutionnellement, il n'y a pas moyen de faire de contestation. Ceux qui pouvaient contester devaient apporter des preuves. Or, tout avait été verrouillé de telle sorte que vous ne pouviez pas avoir de véritables preuves. Les seules preuves constitutionnelles qui peuvent tiennent compte des dégâts, c'est que, est-ce qu'il y avait empêchement de voter? Or, ils se sont arrangés pour qu'il n'y ait pas empêchement de voter. Donc, il a fait bien la chose. C'est ce qu'on appelle un crime politique parfait. Alors, en face de cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut prouver que nous sommes dans un état de non-droit. Première des choses. Deuxième chose, il faut prouver que nous sommes dans une tyrannie. Troisième chose, il faut prouver qu'il y a eu près de 2000 assassinats extrajudiciaires. Et donc, nous entrons dans un registre pénal. Mais il faut organiser ce registre pénal. Or, il me semble que nous sommes comme novices vis-à-vis de cela et qu'il n'y a personne qui voudrait se lever pour cela. Donc, aujourd'hui, moi, je voudrais ne pas discréditer l'opposition politique. Pourquoi? Mais parce que tout ce que cette opposition a pu faire n'a pu faire mouche. Toutes les revendications, le pouvoir en place en tant que tyrannie n'en a pas tenu compte. Donc, ce n'est plus le passé qui compte. Mais qu'est-ce que nous faisons de l'abstention? Alors, nous devons prouver qu'il y a eu abstention parce que l'abstention peut être le démarrage des activités dans la population. 1. La désobéissance civile ne peut être déclenchée que si nous démontrons qu'il y a eu véritablement abstention massive. Nous entrons donc dans le domaine de la non-violence. Le domaine de la non-violence va nous permettre la désobéissance civile en apportant la preuve de l'abstention, une preuve que le pouvoir en place ne peut pas dénier si nous avons au moins 500 000 signatures, c'est-à-dire le 5e du corps électoral congolais. Si nous avons le 5e du corps électoral congolais et que nous pouvons le prouver par notre pétition, alors le rapport de force commence. Je parle, je sais que des juristes vont m'écouter, des constitutionnalistes vont m'écouter. C'est à nous de nous ériger en tant qu'abstentionnistes, c'est-à-dire chercher de trouver cette preuve de l'abstention massive, la rendre officielle par des documents comme la pétition, et à partir de là, nous pouvons avoir de quoi confronter le pouvoir en place au travers d'un certain nombre d'aspects de l'abstention. Par exemple, il y a des morts qui ont voté. C'est pénal. Il y a eu des assassinats extrajudiciaires. Il faudrait que le pouvoir en place nous fasse un rapport à nous, la population souveraine, là-dessus. Il y a manque d'eau, manque d'électricité, alors que nous avons une production forestière, pétrolière et minière. Où va l'argent du pays? Tout ça, c'est possible parce que ce sont ces faits-là qui ont justifié l'abstention. Donc, donnons de la voix à l'abstention. Pour donner de la voix, il est tout simplement possible que des hommes se lèvent, même pas plusieurs hommes, ne fût-ce qu'une seule personne se lève et qu'elle s'adresse à toute notre population en disant « Prouvons qu'il y a eu abstention » en signant la pétition, car derrière, il y a des activités abstentionnistes en politique qui vont se dégager. Et ces activités abstentionnistes-là sont celles-là qui entraîneront le rapport de force politique, intellectuelle, philosophique,
citoyen, démocratique pour entamer le renversement du pouvoir tyrannique. Alors, révérend Gaston Longo, vous venez là de citer la diaspora, donc je prends la balle au banc en disant ceci. Les partis d'opposition, les opposants politiques installés au Congo-Brazzaville ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Nous reconnaissons qu'ils exercent sous les griffes du pouvoir en place, donc d'une tyrannie. Et voilà, donc on peut imaginer leurs limites dans l'action de sensibilisation et de mobilisation dans leur action politique. Alors, mais on a parlé, vous venez de citer la diaspora. À votre avis, la diaspora, c'est vrai, elle est connue d'être active dans le discours. Mais concrètement, là, quel a été son impact réel dans le déroulement de cette élection? C'est bien vrai de dire que la diaspora est connue dans les discours. Moi, je regarde frontalement la diaspora et je dis, ça c'est un avis journalistique. Moi, je ne connais pas votre discours. Parce que c'est le même. Les injures, les invectives, les critiques non fondées. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Certaines critiques peuvent être vraies, mais est-ce qu'elles sont vérifiées? Et certaines critiques peuvent être fausses, mais est-ce qu'elles sont contre-vérifiées? Donc il n'y a pas de discours. Parce qu'en politique, le discours ne compte pas. C'est l'action qui compte. Le discours général est de traiter Denis Sassou Nguesso d'incompétent. La réalité est qu'il est là depuis 42 ans. Donc vous ne pouvez pas traiter d'incompétent celui qui vous tyrannise pendant 42 ans. Si vous qui lui traitez d'incompétent, vous étiez des hommes politiques, vous l'aurez déjà renversé. Donc, il est important de savoir dire la vérité à la population. Le travail d'organisation qui doit être fait aujourd'hui ne doit plus être un travail de parole ou de jure. Ça doit être un travail de facto, les faits. Aujourd'hui, par exemple, cette idée que j'aimais sur la pétition, vous allez bien comprendre que des gens vont la combattre. Non, ça ne va rien aboutir. Pourtant, on est en train de dire que nous devons nous travailler pour le prouver, afin que derrière, il y ait des activités qui soient faites. Donc ça ne sert pas de parler pour ne rien faire. Depuis 25 ans, l'opposition de la diaspora n'existe pas en fait. Pourquoi? Parce que structurellement et organiquement, ça n'existe pas. Une diaspora est une unité, mais nous n'avons que des individualités et elles ne peuvent rien faire. Regardez, nous criblons l'opposition du pays qui n'a pas pu se rassembler. Mais la diaspora, elle est libre pourtant de se rassembler. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas sous les pressions qu'il y a en national. Elle est libre, elle a son gagne-pain, elle a sa capacité d'ergoter, de réfléchir et de proposer quelque chose de concret. Mais elle est incapable de le faire pour dire c'est parce qu'il a les égos. Mais pourquoi ces égos-là ne se rassemblent pas? Donc, notre discours n'existe pas. Notre discours doit être élaboré avec des faits. Nous tous, en nous regardant en face, nous savons que nous n'avons rien fait, mais que la population congolaise nous a fait une leçon. Nous devons capitaliser l'abstention qu'il y a eu dans le pays, rendre cela officiel et travailler pour l'abstention afin que nous puissions parvenir à libérer le pays. Donc on a besoin que la diaspora, à travers les compétences, les carrures, les dirigeants, les leaders, qu'on se rassemble pour former un bloc officiellement connu qui va faire front à la tyrannie que nous avons dans le pays. Même s'il y a des fiefés du PCT et des apparentés qui ne sont pas d'accord avec ceci, mais au moins toutes les personnes qui pensent que le pays souffre, il faudrait que nous nous rassemblions obligatoirement. Donc vous faites bien de parler du rassemblement. Alors je prends que le prisme de la diaspora.
Au niveau de la diaspora, bien sûr, même si ça a été légal de l'opposition en interne, tout comme l'opposition intérieure a été fragmentée, ben, il faut reconnaître que la diaspora également a été fragmentée. Donc on peut imaginer donc, comment dirais-je, la fragilité au front. Alors, donc on a dit que l'opposition, plutôt la diaspora, était très active dans les discours. Qui ne compte absolument rien. Voilà. Alors aujourd'hui, vous parlez de pétition, mais il semble que la diaspora est passée à autre chose. C'est-à-dire que la diaspora imagine désormais à la question de savoir qu'est-ce que l'on fait maintenant, nombreux sont ceux-là qui imaginent des pistes de solutions pour contrecarrer effectivement, pour empêcher ce nouveau pouvoir à dérouler son plan qui devrait conduire jusqu'à la dynastie. Voilà. Alors cela, mais c'est beaucoup plus au niveau de la diaspora, parce que je n'ai pas entendu tel propos au niveau de l'opposition congolaise à Brazzaville. Ici et là, on entend dire il faut désormais convoquer une conférence nationale. Par les uns, et les autres disent il faut, à la place d'une conférence nationale, il faut un dialogue national inclusif. Alors, et d'autres, une conférence nationale sans exclusif. Bon, les termes se multiplient, et puis d'autres vont aller jusqu'aux états généraux de la nation. Alors, donc tout ça, eux-mêmes, peut-être qu'eux-mêmes, ceux qui produisent ces idées-là, se retrouvent. Mais je pense que la population, en entendant tout cela, c'est comme je sais pas moi, une bombe qui éclate au-dessus de vos têtes et vous ne savez pas quel est le fragment que vous devez saisir. Donc là-dessus, révérend Gaston Maungu, je voudrais qu'on aborde cette question-là de la conférence nationale, dialogue national et états généraux. Alors, on va commencer par la conférence nationale et le dialogue, parce que c'est les deux qui font couler l'encre aujourd'hui. Donc, mais vous avez travaillé longtemps et beaucoup sur la question de la conférence nationale. Donc, si vous y avez, conférence nationale souveraine. Si vous y avez travaillé longtemps et beaucoup, c'est certainement parce que vous y trouvez, comment dirais-je, une valeur ajoutée, ce que vous ne trouvez pas dans le dialogue. Exactement. Bon, voilà. Donc, alors, avez-vous historiquement les raisons et avez-vous légalement les raisons qui vous font dire que la conférence nationale souveraine serait la meilleure à proposer au peuple congolais, à la nation, plutôt qu'un dialogue national inclusif ou sans exclusion? Voilà. Exactement. Bien. Peuple congolais. Donc, regardez le volume de ces deux livres. Celui-ci a été publié en 2020. Celui-ci a été publié en 2025. Donc 5 ans de différence. Aujourd'hui, vous êtes en train d'entendre les uns et les autres parler d'une solution. Est-ce qu'on doit faire une conférence nationale? Est-ce qu'on doit faire un dialogue sans exclusive? Est-ce qu'on doit faire une conférence nationale bis? D'entrée de jeu, un dialogue national sans exclusive est tout simplement un dialogue. Et depuis que Sassou est revenu au pouvoir, nous en avons fait près d'une quinzaine ou d'une douzaine. Donc les dialogues qui ont été faits n'ont rien apporté, sinon continuer de maintenir la tyrannie telle qu'elle avance. Une conférence nationale est égale à un dialogue. Il n'y a pas de différence. Que personne ne vous trompe avec les épithètes que l'on ajoute. Une conférence nationale est un dialogue national sans exclusive. Les deux réalisés, un,
ces deux assemblées-là sont convoquées par le pouvoir en place. Et les dispositions prises par ces deux assemblées sont à la merci de celui qui a fait la convocation, c'est-à-dire le pouvoir en place. Juridiquement, légalement, c'est à lui de choisir ce qu'il va retenir. Mais une conférence nationale souveraine, elle est très différente. Et pour faire cette bonne différence, nous allons vous prendre quelque chose qui va vous plaire. J'ignore si cette interview met Frangin, la thèse de la conférence nationale est fausse juridiquement et historiquement. Ça, c'est un juriste qui me parle. J'ai déjà écouté et je t'ai dit que cette thèse est fausse juridiquement et historiquement. Dis-moi, quel est le fondement juridique de ta conférence nationale bis? C'est quoi ton bis, Frangin? Quand on évoque une thèse, il faut la sculpter pour t'assurer qu'elle sera à la merci de la critique. Ah, d'accord. Tu l'as déjà écouté? C'est bien. Et cette thèse est fausse et elle n'est pas fondée juridiquement et historiquement. Eh bien, elle résiste en fait à la kyrielle des critiques et surtout du fait que je ne parle jamais de conférence nationale telle que vous employez le plus souvent ce terme, ni de conférence nationale bis. Parce qu'effectivement, je parle de la seconde conférence nationale souveraine congolaise. Et en expliquer le fondement juridique ou historique, cela a fait l'objet de deux grands ouvrages écrits là-dessus. Au temps marqué, je pourrais apporter le fondement juridique. Il y a une différence entre une conférence nationale bis et une seconde conférence nationale souveraine. Oui, effectivement, il peut y avoir une différence et il y en a d'après ma ligne éditoriale politique, mais tout dépend du pays et du contexte politique précis. Car ces expressions ne désignent pas un événement uniquement universel. En général, 1. La conférence nationale souveraine, il est une question de termes formels. Il indique qu'il s'agit officiellement d'une deuxième conférence nationale souveraine ayant un pouvoir souverain, c'est-à-dire supérieur aux institutions en place, capable de modifier la Constitution, dissoudre un gouvernement, etc. Elle s'inscrit dans la conjoncture de la continuité juridique ou historique d'une première conférence, en l'occurrence la conférence nationale souveraine congolaise de 1991. C'est une appellation institutionnelle. En tout cas, c'est ainsi que je l'exprime dans mon apport, exprimant ma participation citoyenne et civique dans notre nation congolaise. La conférence nationale bis, terme plus informel ou politique. Bis suggère une répétition, parfois perçue comme une version modifiée, amoindrie ou contestée. Dans ce cas précis, elle peut être utilisée par les médias ou l'opposition pour souligner qu'il ne s'agit pas d'une vraie conférence nationale souveraine, mais d'une réédition ou d'une initiative parallèle. Il faut reconnaître que c'est souvent une expression à connotation critique. En résumé, ce que je voulais dire, maître un tel, loin de moi de te faire une leçon politique ou intellectuelle, car je m'en garde le plus souvent en tant qu'homme de Dieu, c'est que seconde conférence nationale souveraine est égale appellation officielle institutionnelle. Conférence nationale bis est égale expression plus politique ou polémique, suggérant une répétition ou une version alternative. Ma seconde réponse.
quel est le fondement juridique et historique de la conférence nationale souveraine que je suis en train de proposer dans mes livres publiés et qui sont intitulés « Le projet de la Pressassou, projet de société, mouvement de conférence nationale souveraine ». Par exemple, Maître Intel, ta question est importante et délicate car elle touche à la légitimité institutionnelle. En République du Congo, historiquement et juridiquement, il n'existe qu'une seule conférence nationale souveraine reconnue comme telle, celle du 25 au 10 juin 1991. Elle était déclarée souveraine. Tout au départ, elle n'était pas souveraine. C'était une conférence de partis. Les travaux ont été menés pendant 2 semaines pour qu'elle se déclare souveraine. Parce que du moment où elle s'est déclarée souveraine, elle devait émettre des dispositions qui étaient plus fortes que la Constitution en vigueur et le gouvernement en vigueur. Nous sommes arrivés là. Elle s'était déclarée souveraine, c'est-à-dire supérieure aux institutions existantes et avait instauré une transition politique aboutissant à la Constitution de 1992. 1. Le fondement historique possible d'une seconde conférence nationale souveraine. Si vous proposez une seconde conférence nationale souveraine congolaise, son fondement historique peut s'appuyer sur 1.1, le précédent de 1991, qui a établi qu'en période de crise profonde, la souveraineté peut être réassumée par la nation réunie. Si nous démontrons que l'abstention est un désaveu, donc nous sommes répartis au niveau de la conférence nationale souveraine, parce que la souveraineté peut être réassumée par la nation réunie. La tradition africaine des conférences des années 1990, avec les expériences du Bénin en 1990, du Congo en 1991, etc. Et les autres qui furent pour la majorité impulsées par le discours de la bolle de François Mitterrand, mais qui firent toutes flop, considérées comme un mécanisme exceptionnel de refondation de l'État. 3. L'idée de souveraineté appartient au peuple étant un principe constant dans les constitutions congolaises. Historiquement, je suis la voix des sans-voix qui m'inscrit dans une logique de refondation nationale en temps de crise et particulièrement celle dite de la crise d'abstention des 90% lors de l'élection du 12 et 15 mars 2026. Fondement juridique possible. Sur le plan strictement juridique, 2 axes peuvent être invoqués. A. Le principe de souveraineté populaire. Il est question de s'appuyer sur la constitution congolaise actuelle, affirmant que la souveraineté appartient au peuple. Une seconde conférence nationale souveraine congolaise peut être présentée comme une expression directe de cette souveraineté. Cependant, elle n'existe légalement que si elle est prévue par un cadre constitutionnel ou légal. Sans cette reconnaissance institutionnelle, elle relève davantage d'un projet politique que d'un organe juridiquement établi. B. Le droit à la résistance ou à la refondation. Certaines doctrines constitutionnelles invoquent le droit du peuple à modifier ou à changer l'ordre constitutionnel. Le principe de légitimité supérieure en cas de crise grave, mais cela relève du droit constitutionnel révolutionnaire ou constituant, pas du droit ordinaire. Donc il y a 3 droits. Le droit ordinaire, le droit révolutionnaire et le droit constituant. Or, le droit constituant, c'est celui que Denis Sassou Nguesso a usé pendant la guerre de 1997 lorsqu'il y a eu vacance de pouvoir. Distinction essentielle. Or, il faut distinguer la légitimité politique ou historique qui est fondée sur la souveraineté populaire et le précédent de 1991. Le fondement doctrinal qui réside à la théorie du pouvoir constituant originaire.
le fondement juridique positif actuel qui, à ce jour, ne prévoit pas explicitement une seconde conférence nationale souveraine. En résumé, le fondement de ma proposition peut être historique, le précédent de 1991 comme modèle de refondation, philosophique, la souveraineté populaire comme pouvoir constituant originaire, politique, la nécessité d'une nouvelle refondation nationale. Mais, juridiquement, une seconde conférence nationale souveraine ne devient pleinement légale que si elle est soit prévue par une réforme constitutionnelle, soit reconnue par les instances en place, soit issue d'un processus constituant accepté comme légitime par la nation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'il y ait une réforme constitutionnelle, c'est notre Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat qui doivent accepter le principe de la seconde conférence nationale souveraine. Deuxièmement, il faut que les institutions en place reconnaissent ce projet de la seconde conférence nationale souveraine. Or, pour y arriver, il faut batailler politiquement pour que ça soit reconnu. C'est pourquoi Sassou ne l'accepte pas parce qu'il sait que ce qui viendra, eh bien, ça sera plus fort que la constitution en place, que les institutions en place et le gouvernement va tomber. Troisièmement, soit d'un processus constituant accepté comme légitime par la nation. C'est-à-dire que la nation accepte que l'on mette un pouvoir consultatif, un pouvoir constituant pour aller à la seconde conférence nationale souveraine. Tout ça, c'est réglementaire selon notre constitution, il faut y travailler. Donc, sur ces faits, oui, ce projet de la seconde conférence nationale souveraine n'est pas encore juridiquement fondé. Et c'est là la détermination de mon combat et de celui ou de celle qui voudrait œuvrer pour que ce dernier devienne acceptable aux yeux du pouvoir en place. Et pour y parvenir, il faut que la classe politique de l'opposition, la société civile, s'empare du projet à telle enseigne que des députés ou des chefs de file des partis politiques bataillent au Parlement, Assemblée nationale et Sénat, pour aboutir à une promulgation de la loi à ce propos. Très bien. Qui ne sait pas que seule la lutte libère? Qui ne convient pas avec moi et nous tous que l'abstention du scrutin présidentiel que le peuple congolais a infligé à la mouvance présidentielle et ses apparentés et à l'opposition et le démarrage de ce combat. Bon, nous n'allons pas continuer de trop y parler, oui, mais au moins c'est là l'ossature. Exactement. Alors, donc, si vous comprenez, la notion de seconde conférence nationale vous tient tellement à cœur, oui, et sûrement beaucoup de Congolais avec vous. Et le problème, vous avez parlé de plusieurs pouvoirs, hein, y compris le pouvoir constituant. Mais justement, c'est là que le bas blesse et que l'on pourrait vous rétorquer en vous disant que la conférence nationale n'est pas prévue, enfin la constitution de 2015 en République du Congo ne prévoit pas de conférence nationale. Alors oui, comment faites-vous alors, en sachant que le système a tout verrouillé, comment entendez-vous faire pour provoquer cette conférence nationale, pour imposer cette conférence nationale à un pouvoir tyrannique comme celui du Congo-Brazzaville? La chose est très simple. Voilà. Il y a eu... Et vous nous expliquerez un peu plus largement ce que vous entendez par pouvoir constituant. Oui. Là, je réponds à la première question. Oui, d'abord. En fait, la chose est très simple. Il y a eu l'élection présidentielle du 12 et 15 mars 2026. Il y a eu deux événements qui se sont réalisés lors de cette élection. Une abstention massive de la population. Premier événement. Deuxième événement, camoufler l'abstention massive par des résultats
truquée par le pouvoir en place. Ce fait est reconnu en national et en international. Alors, arrivé à ce niveau, la première des choses que nous devons faire, nous tous les Congolais, pour dire la seconde conférence nationale n'est pas prévue dans la Constitution de 2015 amendée en 2022, c'est de prouver qu'il y a une crise politique majeure. Qu'est-ce qu'on appelle une crise politique majeure? C'est s'il y a guerre dans le pays et s'il y a une forte abstention lors du scrutin présidentiel. Nous avons les deux cas. N'oublions pas qu'il y a eu une guerre de poules qui ne s'est arrêtée que le 17 décembre 2017 par un accord que Sassou a signé avec le belligérant, le pasteur Ntumi Elensilo. Or, le président est au pouvoir, mais lui, quand il n'était pas au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il savait que le 9 septembre, le pouvoir était vacant, il a procédé à quoi? Sassou Nguesso a procédé au rassemblement d'un cabinet juridique qui a statué sur la vacance du pouvoir. Ce cabinet juridique, ce n'est pas moi qui en parle, c'est Denis Sassou Nguesso qui en parle dans le livre Un homme d'honneur, page 255 à 261. Il a fait ça tout seul. Il n'a pas fait ça en concertation avec le pouvoir en place. Il n'avait pas le droit de le faire, lui. C'était un simple citoyen. Il l'a fait. Je reprends. C'était un simple citoyen et il l'a fait. Pourquoi nous, on ne peut pas se constituer en groupe pour faire la même chose? Parce que nous savons que la guerre du poule s'est arrêtée par celui qui l'a commencé et celui qui l'a fini. Et que la population n'a pas été indemnisée, n'a pas été entretenue. Il n'y a pas eu de compensation et autres. Elle est toujours brimée. C'est des vies dont nous sommes en train de parler. Donc aujourd'hui, tout en constatant qu'il y a eu abstention, c'est à nous de nous saisir de cela. Qu'est-ce que je veux dire par là? Désormais, toute l'opposition, tous les militants, tous les sympathisants, toutes les individualités, nous devrions nous constituer en groupe d'abstentionnistes national. Et c'est à nous de travailler et de prouver qu'il y a eu abstention. Et nous allons confronter politiquement cela, parce qu'il y a crise majeure. Donc, quand on démontre qu'il y a crise majeure, eh bien, on fait recours au pouvoir constituant. Sassou ne veut, ce qu'il ne veut pas, c'est le pouvoir constituant. Parce que le pouvoir constituant, il existe à tout moment dans n'importe quelle république. Il suffit qu'il y ait une crise majeure. Donc, juridiquement, politiquement, nous pouvons le faire. Et la troisième des choses qui viendra, c'est que la population en a marre. Maintenant, il faudrait que le désaveu politique du pouvoir en place et de l'opposition soit matérialisé pour faire recours au Conseil suprême de la République, pour faire recours au Conseil constitutionnel. Nous avons besoin d'une preuve, une preuve qu'on appelle la pétition. Il faudrait que notre population vote cette pétition pour que nous puissions entamer le bras de fer avec le pouvoir en place. Le pouvoir en place se maintient illégalement, sans légitimité au pouvoir. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes le troisième producteur pétrolier de l'Afrique subsaharienne. Pourquoi il manque l'eau? Pourquoi il manque l'électricité? Hier, on a dit qu'il fallait aller retirer les cadavres à la morgue. Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Où va l'argent du pays? Ce n'est pas une crise majeure?
Quand vous avez des personnes qui ont 50 mois d'arriéré, ces personnes-là ne travaillent-elles pas? Oui. Par mois? Oui. Mais le produit de leur travail va où? Ils travaillent et vous ne les payez pas pendant 50 mois. Ce n'est pas une crise majeure. Il en est de même pour les pensions. Mais qu'est-ce que vous appelez crise majeure dans un pays? Tous les ingrédients sont là. Guerre du pool. Abstention. Le pays est quasiment en cessation de paye. Qu'est-ce que vous appelez crise majeure? Sassou Nguesso a consulté un cabinet pour sa légalité de vacances de pouvoir. Mais nous, la population congolaise, le corps électoral est évalué à 3 125 000. Ne sommes-nous pas plus forts que Denis Sassou Nguesso qui seul a rassemblé un cabinet pour constater la vacance du pouvoir? Nous sommes incapables de constater la crise majeure et d'appeler tout le monde à la seconde conférence nationale souveraine pour refonder l'État congolais. Mais c'est ça qu'on appelle la participation citoyenne à la décision nationale d'un pays. Ce qu'il lui faut, eh ben il faut qu'une individualité se lève, aille au Congo et aille parler à l'Assemblée, parce que l'Assemblée a le droit de recevoir des individualités dans la démocratie. N'est-ce pas? L'Assemblée a le droit de pouvoir émettre des propositions. Eh bien, je le ferai. Je suis en train de me préparer, parce que dans ce que je venais de vous lire, c'était une contradiction avec un grand juriste de mon pays. Et vous comprenez que, tout simplement en réfléchissant, en fouillant dans notre histoire et en recherchant des jurisprudences, je puis vous démontrer qu'il est temps que nous puissions faire recours au pouvoir constituant. Et le pouvoir constituant, quand il est mis en exergue, les institutions sur place s'arrêtent. La gouvernance s'arrête. Alors, j'ai bien compris votre choix du pouvoir, d'utiliser, n'est-ce pas, le pouvoir constituant, qui n'est autre que le pouvoir du peuple, en fait. Oui, c'est l'exercice du pouvoir, voilà, l'exercice du pouvoir par le peuple. Par le peuple. Qui est donc le souverain primaire. Exactement. Voilà, qui est le souverain primaire. Qui entre en action en temps de crise majeure. En temps de crise majeure, effectivement. Là, comme nous avions dit au préalable, que nous étions dans un État, qui est tyrannique, qui a donc absous toutes les lois et même toutes les institutions finalement. Et dans un tel État, pour parvenir, n'est-ce pas, à faire plier le pouvoir pour qu'il accepte la tenue d'une conférence nationale, eh bien, il faut bien qu'il se trouve en face un rapport de force. Un rapport de force constitué. Lorsque nous parlons de conférence nationale, lorsque nous parlons de la pétition, là encore, ça peut se faire rapidement, mais la conférence nationale nécessite quand même des étapes. C'est un processus en fait. C'est un processus qui, à mon avis, nous demande à nous, qui sommes de la diaspora, et aux Congolais qui sont à l'intérieur du pays, une mobilisation, c'est-à-dire un rassemblement, et une sorte d'unité. Or, au sortir de l'élection, même avant, on a bien vu que l'opposition était fragmentée, la diaspora pareil, et à l'intérieur même du pays, parce que quand vous parlez de la conférence nationale de 91, il faut admettre que il y avait justement une crise majeure, et donc il y a eu justement l'exercice, le pouvoir constituant. Le pouvoir constituant, exactement. Et a imposé au pouvoir. Il s'est constitué par un certain nombre d'événements. Exactement. Et ils ont accédé, ils ont réussi à mettre en place la conférence nationale souveraine. Oui. Mais ce n'est pas à coup de slogan.
il y a eu un travail, ou du moins, il y a quasiment toutes les couches de la société avaient parlé d'une même voix. Nous avions, par exemple, parce que là, vraiment pour réussir cela, il faudrait que les partis de l'opposition se mettent ensemble, même si nos partis ne partagent pas la même idéologie, mais au moins qu'ils partagent enfin le même objectif. Et nous avions aussi à l'époque les syndicats qui avaient participé aux côtés des travailleurs, et aux côtés des travailleurs, des ouvriers. Nous avions aussi l'Église, nous avions toutes les couches, en fait, avaient composé ensemble pour un même objectif. Or, aujourd'hui, donc depuis avant même les élections jusqu'à aujourd'hui, ce que je crains, c'est que vous prêchez dans le désert. Est-ce que la priorité ne serait pas d'abord à rassembler les Congolais, à les sensibiliser parce que par peur, ils n'osent même plus prendre part à certaines discussions, etc. Y compris les universitaires, certains intellectuels, ils ont fui le débat, ils ont fui le terrain. Donc, il faut déjà leur assurer que la place du débat, elle a été nettoyée, elle est claire, il n'y a plus de danger. Venez, rassemblons-nous, et une fois que ce rassemblement-là, en comptant aussi sur les syndicalistes, parce que les syndicats au pays ne jouent pas leur partition, ils jouent plutôt la partition du pouvoir. Et c'est pour ça qu'on assiste à des salariés qui comptent 60 mois, 80 mois sans salaire. Oui, ça ne peut pas exister. Parce qu'il y a l'implosion du syndicat. Exactement. Il y a 4 ou 5 syndicats. Voilà. Et puis il y a la captation. Donc le pouvoir a fait même base sur ces syndicats. Donc ceux qui dirigent les syndicats, en fait, ce sont les représentants du pouvoir. Et donc, quels que soient les grognes des salariés, quand ça arrive à leur direction, donc au syndicat qui devrait les protéger, les représenter, ce syndicat-là participe plutôt à étouffer la grogne des salariés. Donc on assiste un peu à cela. Donc je pense que, alors moi c'est la question que je voulais poser. Est-ce que, bien sûr que oui, on peut mener de pair toutes ces activités. Mais en tout cas, quelle est la place que vous accordez? C'est important de retenir qu'on peut mener ces activités de pair. Voilà. Oui. Et voilà, donc ce que je voulais savoir, c'est vous, à votre niveau, quelle est la place que vous accordez, n'est-ce pas, à l'union des oppositions ou l'union de toutes les couches de la société civile, de la société congolaise? C'est bien simple, mon ami. L'unité est fondamentale. Sauf que ce n'est pas aujourd'hui que je vais prêcher dans le désert. Non, je commence à prêcher avec une foule qui vient petit à petit. Parce que ce que je vais te dire, c'est quoi? J'ai publié en 2019 l'égarement de la diaspora. Dans ce livre, j'ai présenté un processus de conférence nationale souveraine de la diaspora. Comment on peut rassembler en France et attirer vers la France les Européens, c'est-à-dire que les Congolais qui sont en Europe, faire la même conférence au Canada, faire la même conférence dans 5 pôles en Afrique. On divise l'Afrique en 5 regroupements sous-régionaux. On cherche une capitale qui va recevoir la conférence nationale de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Sud. On fait ça d'abord à l'étranger, puis tous les travaux qui seront faits de l'étranger vont converger vers la nation. Nous sommes en 2019. Le livre, les gens peuvent aller le chercher sur Edilivre, l'égarement de la diaspora. La même année, je publie Qui divise la diaspora, dans laquelle je prouve que les égos sont dysfonctionnels. Il faut arrêter avec cela. Il faudrait que nous tendions vers l'intérêt national et que l'intérêt national est la sortie de crise, de cette crise multidimensionnelle. Donc, ne pas batailler pour le dégagisme absolu de Denis Sassou Nguesso.
le dégagisme absolu, c'est tout le travail que tout le monde fait quand il dit il faut que ça se parte, il faut que ça se parte. En oubliant qu'en le disant, depuis 26 ans, rien ne se fait. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire, mais il faut proposer au pays une solution. Et c'est pour ça que ces gros ouvrages-là sont la démonstration capitale de ce qu'il faut faire. Donc, quand on pense que, est-ce qu'il est temps de pouvoir ventiler le message, de pouvoir le diffuser? Oui, mais désormais, il faut le faire au pays, avec tous ceux qui veulent. Parce qu'il y a une chose qu'il faut qu'on arrête, celle de dire, si vous partez au pays, on va vous tuer. Si nous marchons dans cette peur, je ne trouve pas qui est le dindon de la farce. Parce qu'il y a des hommes qui étaient ici, qui ont même fait de gouvernement de l'étranger et qui sont au pays. Il y a des gens qui critiquaient Sassou ici, qui sont au pays, qui travaillent pour Sassou. Donc on est en train de tromper qui? Il est temps maintenant que ce mouvement rentre au pays. Et s'il y a des indécis aujourd'hui qui veulent que nous en parlions, et moi je suis prêt à faire les conférences ici. Ouvrage à l'appui. Mais seulement ce qu'il y a de malheureux, c'est que des personnes qui pensent que on doit faire les états généraux, mais les états généraux sont dans une partie intégrante de ce que nous proposons comme seconde conférence nationale. Et je pense qu'on aurait dû commencer par le faire. Je vais le faire. Il y a 24 points ici. Je vais les lire. Le premier point, rompre les contrats coloniaux caducs. Donc ça doit se développer. Il faut qu'il y ait des commissions qui travaillent sur ça. Deuxième point, redéfinir la relation du Congo et de la France. Troisième point, démontrer notre maturation politique. Quatrième point, élaboration de la constitution centenaire. Une constitution qui n'est pas faite à la mesure d'un pouvoir quelconque, mais à la mesure de la population. Le projet de société congolais. Nous devons écrire un projet de société. Personnellement, j'en ai un. Mais ça doit être présenté à tout le monde. Pour qu'on prenne aussi les autres idées, que l'on ait une constitution faite par tout le monde. 6. La réalisation des états généraux. Les états généraux, c'est comme la seconde conférence nationale souveraine. Mais ici, c'est particulier. On désigne ce sur quoi on va faire des audits. Parce que les états généraux ne sont rien d'autre que des audits singuliers dans le global. 7. Les audits de toute entreprise congolaise. Il faut qu'on audite tout ce qui se fait au Congo. L'argent du pétrole va où? L'argent du bois va où? L'argent de la douane va où? L'argent du fisc va où? Qu'est-ce qu'on produit? Les audits de toute entreprise qui se fait au Congo. 8. La commission vérité et réconciliation. C'est le moment où ceux qui ont fait le mal peuvent se dire, moi je demande le pardon. Après cela, il y a la commission vérité et justice. Quand les gens ont tous demandé pardon, s'il y a crime de guerre, s'il y a crime d'expatriation massive des finances, s'il y a bien mal acquis, ça c'est la justice. Ça ne peut plus passer par la commission vérité et réconciliation. Les 3 points dont j'ai parlé sont les 3 mémorandums basiques de la conférence nationale souveraine. On ne peut pas jeter ça au loup. La dépolitisation des forces armées. La plus grande révolution, ça sera la révolution domaniale. Vous savez, quand on a vécu longtemps dans le noir, dans les ténèbres, et une fois que la lumière arrive, vous apparaît, on est sûr. Ben, voilà, on va passer quelques instants de trouble, oui. Où vous ne maîtrisez, vous perdez la maîtrise de tout, et des ténèbres et de la lumière. Et c'est après que vous vous rendez compte que, bah, tiens, je suis finalement sorti des ténèbres. Et je suis dans un nouvel état. Je suis dans un nouvel état.
Et toutes les résistances qui peuvent apparaître et qu'on peut constater ici et là, parce qu'une nouvelle idée, parce qu'une idée émerge ici et là, toutes ces résistances sont humaines. Sont humaines. Par contre, donc ce qu'il va falloir faire, c'est ce que vous rêvez de cela d'ailleurs, c'est de faire en sorte que toutes les personnes qui détiennent une part de lumière acceptent de se retrouver, de se réunir pour additionner ces lumières-là. Pour l'intérêt national. Voilà, pour l'intérêt national. Ça, c'est très important. Et, pardon, je te coupe pas la parole, mon ami journaliste. Il n'y a pas seulement que dans l'opposition. Non. Il y a aussi dans le PCT et les apparentés des hommes qui ont ces lumières. C'est ça ce qu'on doit faire comprendre à tout le monde. Exactement. C'est de ça que nous parlons. Ce n'est pas une lutte des autres contre le pouvoir en place. Non, c'est une lutte des Congolais. Du moment où, personnellement, quand on dit le pouvoir en place, vous ne devez pas isoler l'opposition. L'opposition est un pouvoir en place. Même si ça marche mal dans notre pays, mais l'opposition est un pouvoir en place. Et quand on parle du pouvoir en place, il faut qu'on parle de notre propre responsabilité à nous tous. Donc on dit c'est pas une guerre d'un camp contre un camp, mais c'est seulement marcher dans la dignité, la responsabilité, le respect de la loi. Exactement. Quand la loi est mal faite, il faut la refaire. Quand une constitution est mal faite, il faut la refaire. Et donc, nous sommes à ce niveau-là. C'est-à-dire que chacun de nous se dise, trop c'est trop. Il faut que chacun de nous atia mutu bakata. C'est pour notre pays. Allons-y. Il est temps. Il est temps parce que la population, c'est ce qu'elle veut. C'est ce que la population a voulu nous dire. Mon ami, c'est un faux problème de dire c'est parole contre parole. La communauté internationale sait qu'il y a eu une abstention massive, frère. Ce n'est même pas quelque chose à prouver. C'est parce que nous ne savons pas quelle porte il faut toquer. Et je voudrais dire aux Congolais, ce que nous souffrons est su et connu par tout le monde. Seulement dans ce monde, tant que vous-même, vous n'entamez pas votre propre lutte contre un régime, qu'il soit dictatorial, qu'il soit tyrannique ou qu'il soit non démocratique, vous ne verrez jamais personne vous donner la main. Nous devrons le savoir. Si nous ne voulons pas changer notre pays, on va arriver à la dynastie. Sassou donnera le pouvoir, et que voulez-vous, à son fils, et on ne pourra rien faire. Donc aujourd'hui, nous devons taire nos querelles. Nous devons regarder l'intérêt de nous tous. Toutes les carrures, je dis bien toutes les carrures, tous les dirigeants associatifs, politiques, tous les leaders, que chacun de nous abandonne sa prétention. Mettons-nous ensemble, affrontons le pays. Si parmi nous, il y a la 5e colonne pécétiste et apparentée, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire il y a des traîtres qui sont envoyés par le pouvoir en place. Nous le voyons comment ils passent dans Télé Sud défendre ce qui s'est passé. Nous les voyons. Pour le Congo, tout le monde est important. Parce que dans la sagesse congolaise, dans un village, même le fou est important. Donc il est temps aujourd'hui que des hommes ou des femmes qui veulent en savoir, bien sûr. Non, il faut bien que nous nous rassemblions sous l'arbre à palabres et que nous puissions laver le linge sale en famille. C'est ça, cette idée d'emmener les gens à la seconde conférence nationale souveraine. Bientôt, nous allons produire une publication qui fait la démonstration juridique, du pouvoir constituant, du pouvoir juridique de la seconde conférence nationale
nous allons trouver les atouts pour qu'il n'y ait plus de tergiversation et faire reconnaître au pouvoir en place qu'ils doivent arrêter de nous disqualifier. Nous sommes la diaspora, nous sommes la continuité du Congo à l'étranger. C'est un principe universel. 2. Ils ont volé, ils ont siphonné l'argent de l'État, il faut que ça s'arrête. 3. On doit arrêter de tuer les Congolais pour un rien du tout. C'est pas normal qu'on arrête les gens alors que les cartes d'identité pour les trouver c'est difficile. Ça doit être gratuit. Les passeports doivent être gratuits. Parce que c'est un document national. L'État doit s'en occuper. Qu'on arrête de vandaliser la population, de traumatiser la population, de tétaniser la population. Il est temps que le cycle ancien s'arrête. Il n'y aura pas de dynastisation. Que Denis Christel, Sassou Nguesso et les autres se cramponnent à leurs études qu'ils ont faites. Leurs compétences seront importantes dans le pays, mais en tout cas dans le domaine de leurs études, parce que ce sera désormais le droit de la compétence. Il faut qu'on arrête le culte de la personnalité, qu'on arrête d'appeler Sassou patriarche, comme on appelait Lissouba Trinité. Nous sommes arrivés à un moment de maturité où nous voulons changer toutes choses, et c'est pour cela que nous pensons que nous tous ensemble, nous pouvons régler le problème congolais. Très bien. Alors, nous allons droit vers la fin de notre émission, mais il n'en demeure pas moins que je vais vous solliciter pour apprécier un cliché qui circule ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Mais avant tout, je dois dire que malgré le fait que nous ayons reconnu que le pouvoir en place, alors donc le système, le régime en place a tout verrouillé, malgré le fait qu'il ait tout verrouillé, révérend Gaston Morungu, vous êtes persuadé que les ambitions de la diaspora, parce que là vous parlez, n'est-ce pas, au niveau de l'Hexagone, donc là c'est la voix de la diaspora que vous exprimez. Vous êtes convaincu que votre vœu, votre souhait, je veux dire la conférence nationale, la seconde conférence nationale est souveraine plutôt, la deuxième conférence nationale souveraine est une proposition, c'est une proposition que vous faites, c'est une proposition qui est réaliste, qui est réaliste face à un pouvoir tyrannique, malgré que le pouvoir en face soit tyrannique, mais vous pensez que cette proposition est réaliste. Oui. Et comme c'est une proposition réaliste, donc vous avez énuméré tous les éléments qui concourent à faire croire qui concourent à convaincre l'opinion publique, le peuple congolais, que la peur ne doit pas être un outil de travail pour la diaspora. En tout cas. Voilà. Donc, du coup, cette idée de conférence nationale, de seconde conférence nationale souveraine, elle fait son chemin. Elle va être partagée aux compatriotes de la diaspora et aux compatriotes qui sont aussi à l'intérieur du pays. Et voilà, donc il y aura donc des rencontres avec les autres intelligences pour discuter, pour débattre et pour bien tailler la pierre, pour que nous présentions tous à notre peuple un seul projet. Exactement. Voilà. Issu de la diaspora. Issu de la diaspora. Moi, je pense que c'est ça qui fera aussi que si la diaspora se mettait ensemble, il n'y a pas de doute qu'à l'intérieur du pays, l'opposition se mette ensemble. Tout le monde veut que les choses changent. Tout le monde veut qu'on s'assemble et règle le problème congolais. Il n'existe pas un Congolais qui ne voudrait pas que les choses changent. Saisissons cette balle en plein vol et rendons la chose possible. Très bien. Alors, je disais tantôt que j'allais vous présenter cette image qui circule, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, où l'on voit le nouveau président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, accompagné de
de femmes, enfants et neveux, petits-fils, etc. En tout cas, c'est un voyage de famille, apparemment. Donc, après son investiture, le premier voyage qu'il a effectué à l'étranger, c'est donc en direction de la Russie. Vu sur le prisme politique, nous sommes un pays, jusqu'ici, qu'on le veuille ou non, rattaché encore à la France. Et là, il est nouvellement élu. Le premier voyage qu'il effectue, c'est en Russie. Qu'est-ce que ça vous inspire tout cela? Ça m'inspire une vérité fondamentale. Politiquement, nous avions toujours été tournés vers la Russie et économiquement, nous avions toujours été tournés vers la France. C'est comme ça le Congo. En tout cas, depuis Marien Ngouabi, c'est comme ça. On est marxiste et léniniste, donc on est rouge dans la tête et on est bleu, blanc, rouge dans les finances. Mais il y a un problème que vous ne savez pas. C'est que beaucoup d'investissements de Denis Sassou Nguesso sont faits au Brésil. Et ces investissements, donc beaucoup d'argent a été déposé dans les infrastructures au Brésil et que les pouvoirs changeant au Brésil, je crois qu'on siphonne beaucoup de son argent. Et donc il faut trouver un avocat. Et quel est l'avocat sinon un ami des BRICS? Parce que les plus grands dans les BRICS, c'est la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud. Et donc si j'ai un problème avec le Brésil, je ne vais pas aller voir le Brésil. Je cherche un ami plus puissant que le Brésil qui peut parler pour moi. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Mais en d'autres termes, il y a la militarisation du Congo qu'il est allé chercher en Russie. Parce qu'il pense qu'il ne peut se militariser que par la Russie. Pour se maintenir au pouvoir et préparer la dynastisation du pays. Parce qu'il flaire le vent de la liberté qui souffle. C'est donc normal qu'il donne les oléoducs à la Russie, qui sont des contrats, quand vous les examinez très bien, c'est vraiment malheureux d'avoir fait ces contrats, et donc il faut qu'il se militarise. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Une manière de dire, eh ben, nous nous rangeons derrière la S. Vous comprenez? C'est un peu ça qui se sous-entend par ce voyage-là. Et qu'il aille avec tous ses enfants, c'est qu'il y a maintenant un problème. Il faudrait qu'il soit toujours auprès de lui pour mieux les contrôler. Prochainement, je vais vous lire un ouvrage publié en 2019 qui parlait déjà de ces choses. Donc, pour vous faire comprendre que quand même, quelque part, nous savons lire notre pays et prévoir les événements qui veulent venir. Et donc, quand nous parlons que c'est possible de pouvoir réaliser la seconde conférence nationale souveraine, c'est que nous avons prévu ça de loin. Et les carottes sont cuites. On peut y aller. On peut y aller et il faudrait qu'on abandonne un peu le chauvinisme. Hein? Les injures, les insultes pour rien, mais qu'on affronte officiellement, légalement, avec une dignité, la problématique qui est en face de nous. Très bien. Alors, révérend Gaston Mahungu, les carottes sont cuites, comme vous le dites. Hein. Les carottes sont cuites, maintenant, nous pouvons y aller. Oui. Nous pouvons y aller, pourvu de tourner le dos à l'individualisme et à nos égos. Bien résumé. Voilà. Donc, mettons-nous ensemble. Alors, donc, puisque nous allons vers la fin, nous allons clôturer notre émission. Est-ce que est-ce que tu aurais un message à adresser à la diaspora? À la diaspora politique, je voudrais adresser le message d'unification ou de rassemblement des leaders d'opinion. S'il vous plaît, ça tombe sur moi, peut-être que je dois aussi apprendre à l'assumer. Mais d'autres ont fait la même chose. La nation tout entière, par l'abstention, nous interpelle à la prise en charge de la capitalisation de cette abstention. Devenons tous des abstentionnistes, rassemblons-nous et proposons à notre nation une sortie de crise multidimensionnelle.
Ce n'est pas pour rien que vous êtes une carrure. Ce n'est pas pour rien que vous êtes un leader politique, un leader associatif, un leader militant, un individualiste. Personnellement, je me présente à vous avec la veste d'homme de Dieu. S'il vous plaît, allons-y tous ensemble. Jetons les passerelles les uns vers les autres. Ce que chacun de nous apporte, mettons-le ensemble. Organisons la conférence nationale souveraine congolaise de la diaspora, parce que c'est la seule instance qui pourra nous faire présenter à notre pays tous unis avec un travail bien forgé, tous ensemble. C'est le message que je tiens à vous apporter aujourd'hui. Nos égos seront importants parce qu'il y aura un moment où on aura bien besoin d'aller à l'élection présidentielle dans un cadre bien travaillé. Nous aurons besoin de ces égos-là en ce moment. Mais pour le moment, travaillons pour le rassemblement de tous, la seconde conférence nationale souveraine, et nous pourrons réussir à sauver notre pays. Merci, révérend Gaston Mahungu, pour ce mot de fin. Chers téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo, cet échange met en lumière une réalité difficile à contourner. La contestation politique, si elle n'est pas accompagnée d'une stratégie solide, reste sans effet sur le cours des événements. En République du Congo, les appels à une conférence nationale ou à un dialogue inclusif traduisent une volonté de rupture. Mais sans rapport de force, ces initiatives risquent de rester à l'état de revendication. La question centrale n'est donc plus seulement celle de la légitimité du scrutin, elle est désormais celle de la capacité de l'opposition interne et diasporique à s'organiser, à s'unir et à peser réellement dans le jeu politique. Car dans toute crise politique, une évidence s'impose. Ce n'est pas la contestation qui change le cours de l'histoire, mais la capacité à transformer cette contestation en force politique. Chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission.